Après 2 ans d'expérimentation dans 14 départements français, le 21 mai 2021, le Pass Culture a été généralisé à l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire en métropole et outre-mer. Ainsi, si vous avez 18 ans ou que vous êtes collégien, vous avez accès à 300 € à dépenser dans différents champs culturels, comme l'opéra, le cinéma, les concerts et les livres. Cependant, le Pass Culture n'est pas le sujet de la vidéo, mais il permet de mettre en lumière un phénomène important. Et ce phénomène, c'est la part croissante qu'occupent les mangas dans nos vies et dans nos achats. En effet, dans un article du Monde que je vous mets en description, est évoqué que 5 mois après la mise en place du Pass Culture, 78% des réservations sont des livres. Et parmi ceux-ci, 60% sont des mangas. Petit calcul de maths rapide, ça nous fait 47% des réservations totales qui concernent les mangas. C'est tout simplement gigantesque. Ceci aura malicieusement mené certains à renommer le Pass Culture en Pass Manga. Sur un autre article du Monde qui parle de l'effervescence du manga en France, on constate que le marché a plus que doublé de valeur avec une hausse de 124% entre les 8 premiers mois de 2020 et de 2021, ce qui le mène à un montant de 212,7 millions d'euros. De plus, aujourd'hui en France, une BD achetée sur 2 est un manga. Et pour le pays qui accueille le festival d'Angoulême, qu'on peut approximer comme le Hellfest des fans de métal, le Tomorrowland des gens qui sont piqués, ou encore le Super Bowl des Américains bien coupe-mulés, bien coca de 2 litres au petit déjeuner, enfin vous avez compris l'idée, eh bien c'est fortement symbolique et révélateur des changements de consommation dans le monde de la BD et du livre en général. Mais il s'avère que certains sont plus visionnaires que d'autres et voient les changements arriver en premier. Jouons un petit jeu, je vais vous poser une question et à vous de trouver la réponse avant que je vous la donne. Bâtiment historique français, je me trouve dans le 1er arrondissement de la capitale. En forme de pyramide, je renferme une collection de 36 000 objets exposés et 501 138 objets conservés. Avec une surface de 360 000 m², je renferme des tableaux comme la Joconde ou des statues comme la Vénus de Milo. Qualifié de plus grand musée du monde, je suis. Est-ce que vous l'avez? Parce que la réponse c'est le Louvre. Et là, on est au moment de la vidéo où vous êtes perdu. Vous êtes là, il nous parle du Louvre, il nous parle du Pass Culture, où est-ce qu'il nous emmène l'autre? Eh ben, je vais vous parler d'un crossover. Encore plus puissant que Kevin Durant aux Warriors en 2016. Encore plus puissant que des frites avec de la sauce algérienne. Ou encore plus puissant qu'un milieu de terrain, Busquets, Iniesta, Xavi. C'est vous dire du niveau de puissance duquel on parle actuellement. Là, on parle de choses sérieuses, parce que là, on parle d'un crossover entre le plus grand musée du monde et certains des plus grands mangaka. Un crossover entre le musée du Louvre et le 9e art. Mais d'abord, petit flashback, revenons en 2003. La collaboration entre le Louvre et le 9e art, c'est-à-dire tout ce qui est BD, donc manga, comics, BD franco-belge, etc., va naître de la pensée du directeur des éditions du Louvre, Fabrice Doire. Pour reprendre la citation qu'on retrouve dans un article du Point, et oui, il n'y a pas que le monde dans la vie, il y a aussi les articles à accès non payant. Je m'égare, mais je reprends. La citation est la suivante. Un soir, en lisant une BD, je me suis dit, je travaille au Louvre, j'aime ce musée, j'aime la BD depuis toujours, pourquoi je ne ferais pas quelque chose avec tout ça? Et c'est ainsi qu'après avoir soumis son idée au directeur du Louvre, Henri Loirette, qui lui donna carte blanche à condition de trouver un coéditeur. Et naquit ainsi le partenariat entre le Louvre et le monde de la BD. L'éditeur a été trouvé dans la maison d'édition de Futuropolis. Les projets ont donc commencé à voir le jour. Les auteurs ont carte blanche. On peut prendre une deuxième citation de Fabrice Doire qui s'adresse aux auteurs. Tu as les clés du Louvre, tu vas où tu veux. Tu regardes les œuvres qui t'inspirent. Si tu as besoin d'éléments supplémentaires, je te les donne. Si tu dois rencontrer des gens, je t'arrange ça. Et tu en tires une intrigue, mais pas comme dans le Da Vinci Code, où le Louvre sert juste de décor. De plus, à ça on peut aussi rajouter que les auteurs sont libres de choisir le nombre de pages, le format de l'album et le sens de lecture. Je me permets une petite parenthèse, mais cet article du Point dont sort les 2 citations que je viens de lire a été écrit par Alexis Orsini, qui n'est autre que le fondateur du site La Base Secrète, c'est-à-dire le site référence pour tout fan de Naoki Urasawa en France. C'est donc forcément quelqu'un de bien, de très bien. Je vous mettrai son Twitter en description, n'hésitez pas à aller le suivre. Parenthèse fermée, je reprends. Et ainsi commencèrent à sortir les premières œuvres liées à cette collaboration. Le premier fut un one-shot de Nicolas de Crécy qui s'intitule Période glaciaire. Il fut publié le 13 octobre 2005. Aujourd'hui, cette collection est riche de 20 œuvres provenant d'artistes français, japonais, belges, hongkongais ou encore taïwanais. En 2007, l'idée de s'ouvrir aussi au manga commence à mûrir.
En effet, grâce à un voyage au Japon, Fabrice Douar va en profiter pour rencontrer Hirohiko Araki, qui est l'auteur mondialement connu de JoJo Bizarre Adventure, et il va lui proposer de prendre part au projet. Araki est attiré par cette idée, mais ses éditeurs vont lui mettre la pression pour qu'il continue sur JoJo. Et c'est alors que Fabrice Douar a la brillante idée de proposer cette collaboration comme un spin-off de JoJo. Et c'est ainsi qu'en 2010, Araki publie aux éditions Futuropolis Rohan au Louvre. Ce personnage qui apparaît dans la partie 4 de JoJo est le personnage principal de ce one-shot. One-shot qui est d'ailleurs entièrement en couleur en hommage à la BD franco-belge. Mais alors, qu'en est-il de l'histoire? Nous allons reprendre les premiers mots de Rohan dans le manga. Ah, apparemment vous ne comprenez pas le japonais. Je vais donc devoir le traduire pour vous. Amis lecteurs, avez-vous déjà vu la couleur la plus noire qui soit au monde? Ah, pardon, ma question est idiote. Car tant que la lumière existe, personne ne peut saisir un tel noir de ses yeux. Et pourtant, ce noir profond existe réellement. Je le sais pour en avoir été témoin en septembre dernier lors d'un phénomène étrange. Là, j'ai vu pour la première fois le noir le plus sombre qui soit. Et nous voilà partis pour suivre les aventures de Rohan, d'abord au Japon, puis en France, à la recherche d'une toile japonaise au pouvoir maléfique. Pour la réalisation de ce manga, Araki n'aura eu besoin que de quelques jours de repérage au Louvre lors de sa venue en France, étant donné qu'il détenait déjà une partie du scénario. Cependant, dans le cas de Jiro Taniguchi, il lui aura fallu un mois de repérage pour réussir à déterminer quel sera son scénario. Malheureusement, il nous a quittés en février 2017, quelques mois avant la sortie de ce manga le 2 novembre 2017 en France. Il est notamment connu pour Quartier Lointain, Le Journal de mon père ou encore Le Sommet des Dieux. Ainsi est publié Les Gardiens du Louvre, qui est l'histoire d'un touriste japonais qui est en vacances quelques jours en France et qui décide de visiter le Louvre. Jusqu'à là, rien d'étonnant. Mais une fois sur place, il semble être quelque peu malade et il commence à avoir des hallucinations. Ces hallucinations s'avèrent être des souvenirs historiques liés au musée et chaque chapitre va prendre la forme d'une anecdote sur une œuvre du Louvre ou sur le Louvre en lui-même. À la différence des autres mangas de la collection, celui-ci aborde plusieurs œuvres du musée, tandis que les autres se concentrent sur une œuvre en particulier dans leur scénario, même s'ils n'hésitent pas à en citer d'autres. Pour les fans d'art ou d'histoire de l'art, vous y trouverez votre bonheur et vous y apprendrez sûrement quelques petites choses à ressortir lors de vos meilleurs dîners mondains. Mais il s'avère qu'il y a un autre manga que Les Gardiens du Louvre, issu de cette collection, qui soit sorti le 2 novembre 2017. Et je parle là du manga de Taiyu Matsumoto qui s'appelle Les Chats du Louvre. Cet auteur, quelque peu de niche, à l'instar de Jiro Taniguchi, est connu pour Ping Pong ou Amer Béton. Et s'il vous plaît, je vous le demande du plus profond de mon cœur, allez lire Le Rêve de mon père en 3 tomes chez Kana, c'est une petite douceur qui fait plaisir au cœur. Et de même pour Sunny en 6 tomes, toujours chez Kana. Dans Les Chats du Louvre, on va suivre un groupe de chats qui habitent de façon totalement illégale dans un grenier du Louvre, protégés par le gardien qui travaille là depuis plusieurs décennies. Le groupe se compose du petit jeune, rêveur, qui s'aventure dans le musée, mais qui met en danger en même temps tous les autres membres du groupe. Il y a aussi le vieux malade qui ne peut plus bouger, ou encore celui qui a connu la vie en dehors du musée et qui en est ressorti traumatisé, et qui va alors tout faire pour protéger la sécurité du groupe. Et enfin le chef du groupe que tout le monde porte en respect. Notre personnage principal sera le petit rêveur qui a la capacité d'interagir avec les tableaux. Et enfin, en 2018, le Louvre a l'honneur de sortir un manga dans cette collection, écrit par notre dieu à tous, Naoki Urasawa. Et oui, l'honneur il est bien pour le Louvre et non l'inverse, ne vous y trompez pas. Après avoir contacté l'auteur dans le cadre de cette collaboration, ce dernier leur a demandé d'attendre 3 ans, le temps qu'ils finissent Billy Bat, et c'est ce qu'ils ont fait. En 2016, ils terminent l'œuvre qui nous narre les aventures de la chauve-souris et commence à partir de 2017 la prépublication de Mujiroshi, ou aussi appelé Le Signe des Rêves. Ce manga nous raconte l'histoire de Takashi Kamoda, un homme qui est en train de tout perdre, son travail, sa femme. Il ne lui reste plus que sa fille. Mais il garde la tête haute et il va tenter de se relancer en montant sa propre entreprise. Mais il s'avère que c'est un échec et il va se retrouver ruiné. Il va alors faire la rencontre d'un mystérieux personnage qui va commencer à lui parler du musée du Louvre et à partir de là, commence son aventure.
Par rapport à tout ce qui est prix, édition, nombre de tomes, etc., je vous mets tous les liens en description qui vous ramènent vers le site de Futuropolis. Vous pourrez faire votre choix, regarder ce qui vous intéresse et peut-être même, qui sait, je dis bien peut-être, vous intéresser à d'autres œuvres de la collection qui ne sont pas des mangas. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de lire ces 4 mangas et globalement j'ai passé un très bon moment. Alors je vous invite à être curieux et à vous lancer dans l'une de ces lectures. Si vous n'êtes pas habitué aux œuvres de Matsumoto ou de Taniguchi, je vous conseille fortement de d'abord vous tourner vers Mujirushi ou Rohan au Louvre, qui sont vraiment tous deux très plaisants à lire. Et d'ailleurs, petite distinction pour l'œuvre d'Araki, car avoir tout un manga de lui en couleur, c'est du miel pour les yeux. En définitive, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi, je vous dis au revoir.